Merci, gracias. Y empezaré en español porque una palabra en español que me encanta es raro, que es complicado de pronunciar bien para un francés, porque no existe la traducción en francés. Y Magritte, por supuesto, es un gran raro del siglo XXI, un artista muy importante, fundamental. Y he vuelto a ver, estuve hace un mes para la conmemoración, prepara la conmemoración del 50 aniversario del nacimiento, de la muerte de Picasso, que va a ser un evento nacional, internacional. Estuve con muchas autoridades de aquí, había visitado esta primera exposición y le he vuelto a ver ahora mismo, que es una exposición maravillosa por muchísimas razones, porque hay muchas obras de peso, muy importantes y muy conocidas, y algunas obras inéditas que yo desde la infancia por reproducción y después he cruzado a Magritte toda mi vida a través de escritos, a través de publicación, a través de mi profesión, porque bueno, esta enumeración es un poco inútil, pero porque es mi profesión desde 40 años, entre otras cosas, de compartir con los públicos muchas cosas, entre otros, no es lo único, exposiciones y se suele hacer muchas. Ahora mismo en el Museo Picasso de Barcelona hay 3 exposiciones que os invito a visitar sobre Lola, sobre las joyas de Picasso y sobre Douglas Duncan, un fotógrafo. Hablaré esta tarde de un fotógrafo, de una correspondencia con Magritte. Guillermo Solana, que conozco desde toda la vida, desde la noche de los tiempos, de mi época que estuve conservador jefe del IVAM, y sabiendo que conozco un poco el surrealismo, que me interesaba la vida y la obra de Magritte, que había escrito cosas sobre eso, me preguntó si quería escribir, pero a la época de la pandemia no se hizo. Y después me propuso de hablar. No sé quién ha hablado porque no he tenido tiempo de mirar lo que han dicho mis camaradas y colegas y amigos Xavier Canon la semana pasada, supongo, y que me parece sobre la magia, porque me parece esencial de hablar de la magia, del misterio en la obra de Magritte. Yo, pues por supuesto que sí, voy a improvisar algo. No sabía de qué iba a hablar porque es un tema tan enorme y es un tema que me encanta, la obra de Magritte, que siempre me hizo reflexionar. He empezado al revés. Charles Fourier decía a propósito de Christophe Colomb que ha inventado l'écart absolu, ir por atrás, ha descubierto un nuevo mundo, corriendo un camino por detrás. He empezado, no sé de qué voy a hablar, pero voy a poner un título. Y a partir del título vamos a ver lo que voy a decir. Y pensaba que iba a tener 10 conferencias, entonces no quería repetir sobre las palabras y las cosas en Magritte, etc. Algo más mío quizá. Y había pensado a una frase que siempre me fascinó, que pienso que es la realidad de la obra de Magritte, de un amigo suyo, Louis Kuttner, gran poeta de los aforismos, con el humor belga que es tan particular, que reivindica el anonimato, la banalidad que existe en Magritte. Y Kuttner, el gran amigo, decía de Magritte en 39 un libro, Magritte est un grand peintre, Magritte n'est pas un peintre. Magritte es un gran pintor, Magritte no es un pintor. Es dentro esta paradora que los RJ a la vez. Voy a seguir después en francés, son divertidos para mí. Magritte es un gran peintre, Magritte n'est pas un peintre. Es dentro esta contradicción que es la magia de Magritte de toda su vida. A pesar, lo hablaba con mis compañeros de la Fundación Thyssen, siempre he pensado que Magritte pierde un poco de magia, no pierde de genio, pero al contrario de Quirico después de la guerra, pero hay algo que no se puede decir, algo del misterio, que en 29, por ejemplo, cuando pinta Ceci n'est pas une pipe, eso no es una pipa, la Clédison y muchos pinta casi 200 cuadros durante un año, el buen pintar no le interesa. No se puede decir que Magritte también hace imágenes, no es solamente alguien que hace
metáforas, oxímoron, no sé qué. No es solamente la retórica, la filosofía, es algo muy misterioso, es alguien muy singular. Sí, sería un oxímoron el sentido que es alguien único en el arte del siglo XX. Magritte n'est pas un peintre, Magritte est un grand peintre. Habría podido hablar de eso. Por fin he utilizado un otro título de Magritte, un título de Magritte, Le bon exemple, el buen ejemplo. Este tableau que se puede ver ahora mismo. Y no sé por qué razón, de cansancio, no sé qué, pensaba estar sentado ahora mismo en una mesa y estoy de pie. Hay un personaje de pie, un homo magritiano, donde está escrito abajo, personaje así, personaje sentado. Y es algo que había usado este título para decir algo totalmente diferente de hoy, en un catálogo que se hizo en Gran Canaria, en el CAM, y en Madrid, no me acuerdo dónde, un sitio que ha desaparecido, una exposición que hizo Juan Manuel Bonet, un amigo mío, sobre los poetas que pintan. No es un poeta, no son imágenes poéticas, Magritte, es otra cosa. No es poesía, no es pintura, tiene un mundo muy particular, como el gran Quirico, que ha sido un modelo suyo a sus principios. Yo cuando había usado este título del cuadro de Magritte hace algunos años, era para hablar de la influencia de Magritte sobre el arte en Bélgica, después, hasta el gran Marcel Bruters, y otros, Marcel Merien y algunos otros. Ahora hablaré de correspondencia, que es una palabra muy magritiana, entre Magritte y un gran fotógrafo, Bernard Plossu. Hablaré después de este, antes de empezar mis lecturas, para ver que podemos inventar mundos siendo muy fiel al mundo de ambos. Este cuadro es un retrato de un gran marchand, un galerista, Alexandre Yolas, que ha sido uno de los marchands al final de la vida de Magritte, a partir de los años 60, cuando empezó a vender. Hay que decir que Magritte no vendía nada o muy poco hasta los 60, antes de ser un modelo para el pop art, para el arte conceptual un poco después, y poco antes de morir, como mucha gente de su generación. Algo muy paradoxal de ver un personaje de pie escrito, es la relación entre las palabras y la imagen en Magritte que se puede ver en esta exposición y que empieza en un año crucial en la historia del arte, que es un año que siempre he estudiado y que siempre me ha fascinado y que estoy preparando una exposición sobre este año 29. Magritte pinta la traición des images, la traición de las imágenes. Pinta la clé des songes, donde pone un objeto al lado de una palabra que no corresponde al objeto, que nos hace reflexionar y me ha hecho reflexionar. Pero es el año también del asesinato de la pintura, que quiere decir la misma cosa de Miro, de la pintura al desafío de Picasso, de Picasso y de Aragon, en su famoso libro sobre el collage. Todo eso viene un poco de la cultura surrealista que va a cruzar un poco las palabras que voy a decir, esta lectura de un texto que me han pedido de hacer, de relacionar una pintura con un fotógrafo de la misma generación, pero que siempre ha visto obras de Magritte sin querer hacer una reproducción, pero después el arte de verdad siempre se hace sin saber y es después que se puede ver algunas relaciones. Le bon exemple, el buen ejemplo, personaje así, pero en francés así, en español no es, hay una metáfora diciendo un personaje así es alguien que ya es un burgués, que ya ha hecho su vida y sentado, se podría decir en español, no sé cómo se dice, porque me agrada,
el hecho de vivir en Barcelona me agradece mucho esta imagen, que no es un gran Magritte, que ya ha perdido eso, pero sigue un Magritte bastante fascinante. Hablaré de un libro, la última cosa que he publicado sobre Magritte es un libro de correspondencia entre Magritte y Plossu. Plossu es un gran fotógrafo que tiene hoy en día casi 80 años, muy conocido en España, que ha tenido mucha influencia en el mundo, empezando por su libro sobre los viajes americanos de 65, y ha expuesto muchas veces en Foto España y ha tenido muchas retrospectivas. Tiene una mirada sobre los fotógrafos de su generación, de antes, de Walker Evans, de otros, pero tiene muchísima visión sobre la pintura del pasado que le fascina. Ahora mismo estamos preparando una exposición que está haciendo, no un reportaje, sino su visión de los paisajes picassianos de Cataluña, que Horta y San Juan, Gosul, Barcelona, etc. Va a ser una cosa bastante maravillosa. Y me pidió, de vez en cuando estoy mirando una foto mía, parece un Magritte. Hablaré después de eso. Y entonces hizo este librito escribiendo un texto para poner en relación mi ejercicio más literario, pero reflexionando también sobre la historia del arte, sobre la historia de las imágenes, sin exagerar, siempre mirando la foto y el cuadro, y es un poco lo que voy a leer después en francés, que no lo hago en español porque no lo he traducido, no es un libro traducido, supongo que saldrá el año que viene en España y va a ser más fácil. El buen ejemplo, es un ejemplo para mucha gente, Magritte. He hablado antes de Marcel Reuters, etc., que es fascinado por el personaje, por la vida, por la obra de Magritte, pero también por la publicidad. Hemos podido hacer, no sabía si se había organizado una conferencia sobre la influencia enorme a partir de los años 60 de Magritte sobre la publicidad. Se hizo hace 30 años más o menos un libro, una exposición, un museo en París sobre eso. Se ve un cuadro. En la exposición de la Fundación Thyssen hay una acuarela, una obra se llama L'art de la conversación, el arte de la conversación, que está aquí, no es un monumento de piedra de otra época, de una época prehistórica o de una otra civilización, que se llama L'art de la conversación. Pero es una conversación también entre Magritte y Baudelaire en este caso. Hay un verso famosísimo de Baudelaire: Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Pero en este monumento no solamente es el sueño, el rêve, pero también Eva. En español es más complicado porque no hay estas palabras, son diferentes, y trêve también. Después de esa pequeña introducción, voy a venir, creo que va a ser difícil de seguir en francés, pero bueno, voy a seguir en francés. Une première photographie, colloque de Bernard Plossu, colloque Magritte annulé pour cas de force majeure. C'est un colloque, ça paraît tellement improbable, cette manière pas très rituelle de montrer, de dire qu'un colloque n'existe pas. C'est un peu l'entrée ou le colophon de ce petit livre, Revoir Magritte, qu'on a conçu avec Bernard Plossu. À partir de maintenant, je montre des images à la fois de Magritte et de Plossu, qui ne sont jamais tirées par les cheveux, mais c'est une volonté de Plossu de mettre une photo de lui à côté du tableau, et il m'a demandé d'écrire un texte à chaque fois pour lier l'un et l'autre, sans exagérer. Magritte, plus que d'autres peut-être, éveille en chacun de nous des échos singuliers
où le jour peut éclairer la nuit, l'intérieur absorber l'extérieur, la chair devenir pierre, ce qu'on peut voir dans l'exposition de la Fondation Thyssen. Pour Bernard Plossu, depuis des années, une bonne quarantaine, sans doute plus, Magritte, consciemment ou non, a été présent dans son imaginaire. Il m'écrit « C'est un peintre que nous regardions beaucoup dans les années 60. C'est à ce moment-là que Magritte devient un peintre reconnu. Et il m'arrive de temps en temps, en voyant une de mes photos, de me dire « On dirait un Magritte. Ceci est un Magritte. » Donc, au fur et à mesure, un jour, je me suis dit « Et si je photocopiais ces ressemblances pour voir comment, côte à côte, les tableaux du maître, du peintre, et mes photographies tenaient, voir si elles avaient effectivement un petit air de famille. » Le résultat est le livre. Je ne mets pas mes petits écrits, entre autres, qui sont publiés. J'ai pris la même structure, sauf que ce que je lis est absent de l'image. Revoir Magritte, le titre de cet ouvrage, nous révèle les surprises d'un face-à-face aux multiples résonances. Cela permet de mieux connaître le photographe tout en rendant hommage au peintre. Il n'y a pas aucune prétention d'académique, d'étude de l'œuvre de Magritte, mais rentrer dans un monde, dans deux mondes. Il s'opère ici un glissement des temps et des images via cette confrontation d'instantanés particuliers et de durées privilégiées. Les œuvres de Plossu et de Magritte, parce qu'elles persévèrent dans leur être, continueront de susciter de nouvelles rencontres et d'autres esclandres. Donc Magritte peut se prêter à beaucoup d'interprétations. Un des plus grands poètes de tous les temps, du XXe siècle, français, mais de tous les mondes, Henri Michaud, a publié dans les années 60 des magnifiques poèmes sans illustration qui s'appellent « En rêvant à partir des peintures de René Magritte ». C'est de l'écriture de Michaud, Monsieur Plume, mais à partir d'une image de Magritte qui retranscrit en faisant du Henri Michaud, en convertissant le monde, l'autre monde de Magritte, en un autre monde qui est l'autre monde d'Henri Michaud. Première entrée, celle-ci, où, placé devant la difficulté du choix, on a opté pour le parti pris de la citation, des morceaux choisis, des mélanges de regards. Revoir Magritte, ce pourrait être Magritte en regard, comme on dit d'un texte en traduction en vis-à-vis, ou bien ce sont de multiples titres des peintures de Magritte qu'on peut voir ici même, concordance des temps et des images, ou encore la persistance des images, la lumière des coïncidences, les rencontres naturelles, l'invention collective, titre d'un tableau de Magritte, titre d'une revue de Magritte, belge en tout cas, de ses amis surréalistes. Rien d'une leçon dans cet hommage, il s'agit de rencontres ou de traits d'union entre Magritte et Plossu. Magritte à gauche, on voit deux objets indéfinis qui s'appellent la Normandie et le vent. Certes, en Normandie, département du nord de la France, il y a beaucoup de vent. Mais c'est toujours cet essai à la fin des années 20 de Magritte de vouloir confronter les mots et les images. De ces événements et de ces occasions qui se réverbèrent à l'infini, il n'existe ni secret, ni algorithme, ni clé. Il n'y a rien à prouver dans ce petit essai qui n'est pas un essai, qui est un art de la conversation. Autre rencontre entre Magritte et Plossu sont les sobriquets, les surnoms, les diminutifs. Les amis de Magritte l'appellent Mag. Quand on lit la correspondance de Magritte avec ses amis Skutner, Paul Nouget et bien d'autres, cher Mag. Son ami Skutner, c'est Skut, cher Skut. Et pour les amis de Plossu, tout le monde l'appelle, dont moi, Plo ou Plo. Une rencontre au niveau du sobriquet, du surnom. Point de vue de méthodologie, en 1955, Raymond Queneau, ami de Magritte,
n'hésite pas à dire, dans son projet d'une encyclopédie de la Pléiade, prend pour thème, je le cite, l'illusion, l'erreur et le mensonge scientifiquement traités à partir de la prestidigitation et de la sophistique. Tout un programme pour le moins magrittien. Il en va de même si l'on s'avisait d'examiner les travaux d'un peintre et d'un photographe. La raison, par ses moyens austères, ne pourrait pas trancher dans leur relation. Quelque chose résiste à l'instauration d'un système, un je ne sais quoi, porteur de troubles et de confusion, le trouble et la confusion étant l'essence même de la peinture de Magritte, qui fait désordre, c'est aussi un des fondements de la peinture de Magritte, ou cherche à rétablir une ancienne ignorance. Il paraît impératif d'adopter la méthode critique du grand philosophe allemand, maître de Goethe, entre autres, aimé par André Breton, le père du surréalisme, Georges Christoph Lichtenberg, fameux aphorisme, inventer des nouvelles erreurs comme méthode critique. Lichtenberg, philosophe essentiel, j'y rends souvent hommage, et c'est un des philosophes qui traverse aussi tout le surréalisme, a pu dire à l'époque des Lumières, de Diderot, de d'Alembert, au XVIIIe siècle, l'époque où on écrit des encyclopédies. Aujourd'hui, on écrit des encyclopédies pour recouvrer nos savoirs. Qui sait si dans le futur, on ne va pas inventer des universités pour retrouver nos anciennes ignorances. Le mystère de Magritte est lié très certainement à cette ignorance, une ignorance volontaire. Premier temps d'arrêt, celui-ci, maintenant, avec ce tableau « L'usage de la parole », l'uso de la palabra, de 1928, de Magritte, à gauche, la Normandie, le vent, avec deux objets qui sont ciblés par des mots. Premier temps d'arrêt, le temps d'une leçon, probablement, où nous entraîne ce trait particulier abécédaire. L'image est infiniment simple. Des coquillages sur une table, dans la photo de Plossu. S'agit-il d'un jeu, comme un jeu de dés? Est-ce une dispersion aléatoire? Est-ce un message? Un épisode préliminaire s'impose, celui d'un temps où les objets n'auraient pas encore de nom, où les rapports ne seraient pas encore fixés entre les choses et les mots censés les désigner et les formes censées les dessiner. C'est toute la problématique de Magritte à la fin des années 20. La connexion du texte et des figures bouleverse les mécanismes d'association habituels. Telle est la version magrittienne de la trahison des images, ceci n'est pas une pipe, ou bien l'usage de la parole, le titre de ce tableau, que Magritte utilise pour beaucoup d'autres tableaux, où seules peuvent demeurer les paroles prononcées. Les deux artistes, le peintre, le photographe, jettent à leur manière une lumière éclairante, aveuglante, parmi les mots et les choses. Être dans de beaux draps, con el doble sentido en francés de Rompe. Être dans de beaux draps pour dormir. Mais qu'est-ce que dormir? Le sommeil est-il le signe d'un abandon au rêve ou à la rêverie? Mais en quoi serait-il une épreuve? Le tableau de Magritte, qu'on voit à gauche, s'appelle « L'épreuve du sommeil » de 1926 ou 1927. L'histoire n'en parle pas de cette épreuve. À quoi pensent ces deux femmes endormies? D'un côté, c'est la femme de Bernard Plossu, Françoise. De l'autre côté, c'est un personnage de Magritte. On sait que la mère de Magritte est morte dans des draps, noyée dans une rivière. Dorme-t-elle? Ce qu'elle regarde, peut-être devant elle, est aussi énigmatique que ce qui est toujours caché. Le caché, tellement important dans l'œuvre de Magritte. Toujours quelque chose du jour advient dans le sommeil. Là, on se trouve dans une icône tellement reproduite
du second Magritte, du Magritte des années 50, le Magritte qui devient populaire, très reproduit, le jour, la nuit, le jour, cette grande oxymore, cette grande d'unir deux opposés, l'empire des Lumières. Une photographie de Plossu très banale. Plossu, comme les surréalistes belges, comme Magritte, revendique la banalité. Nul jour sans soir. La philosophie des Lumières, celle dont parlait Lichtenberg, la philosophie des Lumières, comme la fée électricité, porte aussi en elle une part d'obscurité. Une photographie de Plossu, un tableau de Magritte, des jeux d'enfants. Le tableau s'appelle La Tempête, de 1935. S'agit-il d'une maison en chantier dans la peinture de Magritte, inachevée, rêvée, peut-être bientôt détruite, avec ses ouvertures, ses murs, ses cubes rectilignes en forme curviligne, nuages et blocs de ciel, appelle-t-il La Tempête, le titre. Sur la photographie de Plossu, le mur d'un immeuble est vu à contre-jour et le ciel en construction lui aussi. L'architecture n'est sans doute, il est vrai, qu'un jeu de construction fait pareillement de blocs découpés, ajustés, assemblés, dont on peut faire varier les éléments. Histoire de jeu d'enfant. Tableau fameux du second Magritte, la clé de verre, avec cette pierre en élévation. Nulle montagne sans vallée. Plossu et Magritte nomment la libre vastitude sur le mode d'une proximité distante. On pensera à nouveau à Charles Baudelaire, dont on avait parlé dans l'art de la conversation. Baudelaire écrit à propos du paysage, tout paysagiste qui ne sait pas traduire un sentiment par un assemblage de matières végétales ou minérales n'est pas un artiste. Une affirmation de Baudelaire. Et de condamner sans appel ce qu'il dénomme ce culte de la nature, non épuré, non expliqué par l'imagination. L'imagination essentielle dans le surréalisme et dans l'œuvre de Magritte. Oserait-on dire qu'un paysage comme celui-ci s'égrène et accomplit son unité, sa localité, au fil du regard qui le parcourt? Face aux rochers qui flottent dans les airs, dans la peinture de Magritte, Plossu fait l'éloge, au contraire, des terres et des sites. Il célèbre les sols. Il nous réapprend à regarder en bas, à embrasser la pesanteur. Rendez-vous en l'an 192 370. Il y a un commencement et une fin à tout, mais la date laisse de marbre. Le tableau s'appelle Le Sourire. La plaque commémorative devient fossile. La pétrification du temps peut se relier aux souvenirs d'enfance du peintre et à ses jeux dans les vieux cimetières de Soigny, à côté de Bruxelles. Ville célèbre pour ses carrières, où il rencontre pour la première fois un artiste peintre, la première rencontre avec un peintre, qui travaille à fixer pour un châtelain les aspects picturaux des vieilles tombes dans le soleil. Si le temps n'est pas au bout du lit, il cesse d'être mesuré. Il s'écoule cependant. Rapporté par le régent du collège de pataphysique, François Karadec, dans son livre posthume « Vrac et autres textes », dans le Carnet du Monde, le journal Le Monde, sous le faire-part du décès d'Édouard Loeb, en 1984, Édouard Loeb, grand galeriste, qui a exposé dans les années 30 Magritte et les surréalistes, qui indique modestement la profession de marchand de tableaux, en lieu et place de l'habituelle citation biblique, ces lignes qui sont de W.C. Fields, le grand humoriste de cinéma muet. Nous vivons vraiment dans un autre monde. Un homme peut s'estimer heureux s'il s'en sort vivant. Peut-être une des raisons pour lesquelles ce tableau s'appelle Le Sourire. Le Sourire qui est un rendez-vous pour une année du lointain.
Ici, tableau qui n'est pas ici, un tableau fameux, L'homme du large, du premier Magritte, avant que Magritte devienne Ceci n'est pas une pipe. Un Magritte fascinant, celui des années 26, 27, 28, qui se cherche, qui a regardé Chirico et qui invente son propre monde, sa propre planète. Ici et là vivent deux hommes, comme plutôt étranges, un peu rudes, que personne n'ose approcher. Mannequin de couturier, on connaît la fascination de Chirico et de beaucoup de peintres de ces générations pour les mannequins. Enseigne de coiffeurs, ce sont d'adorables leurres. Ils se tiennent immobiles, comme d'impressionnants matamores. Et ils ont de drôles de paires de manches. Un pêcheur nous relate une histoire d'un marin, dans le tableau de Magritte, qui fait d'un vœu, sur le rivage, de braver la mer. Tableau fascinant de Magritte, la reproduction interdite de 1937. Cherchez et vous trouverez, disait Confucius, et le Nouveau Testament reprit la formule. Mais on a beau chercher, trouve-t-on facilement le rapport dans le titre, la reproduction interdite et l'image, et le rapport entre la photo de Plossu et le tableau de Magritte. Sur la peinture, on voit un homme de dos face à une cheminée au-dessus de laquelle se trouve un miroir. Le reflet dans le miroir est la réplique du dos qu'il nous présente. Situation absurde. Sur la photographie de Plossu, le même homme, toujours de dos, suit une procession religieuse et regarde la Vierge. La représentation renvoie au représenté. Le portrait a son saint modèle qui doit susciter piété et vénération. Le portrait vaut parce qu'il redouble. Sa reproduction serait-elle interdite, comme le veut Magritte? Cherchez l'erreur. Le bain de cristal, tableau, une des variations autour de la girafe de Magritte. On crut longtemps que la girafe était un animal composite, le résultat d'une extravagante confusion des espèces issues d'un croisement de la chamelle sauvage, de l'oryx, de la hyène mâle. Animal inutile. Charles Fourier, le grand utopiste, le plus grand de tous les utopistes, l'attraction passionnée, en déduisit qu'il s'agissait d'un animal d'une grande élévation spirituelle, et pas seulement au niveau du corps. On voit, disait-il dans sa théorie des 4 mouvements, que Dieu n'a jamais rien créé d'inutile, même dans la girafe, qui est l'inutilité parfaite, mais Dieu étant obligé de représenter tous les jeux de nos passions, il a fallu qu'il dépeignît dans cet animal l'inutilité complète de la vérité en civilisation. Je ne sais pas où en sont les traductions de Fourier en espagnol, mais bon, il y a eu beaucoup d'utopistes au XIXe siècle qui ont lu Fourier aussi des communautés espagnoles. Lecteur fondamental, beaucoup revendiqué par André Breton pour son ode à Charles Fourier et par l'ensemble des surréalistes. La girafe n'échappe-t-elle pas aux classifications conventionnelles? N'appartient-elle pas plutôt à une famille d'objets hétérodoxes, tels les mannequins, les grelots, les bibelots, dans la peinture de Magritte? Ne faut-il pas la considérer comme un hiéroglyphe? On sait très bien aussi que la girafe apparaît dans un tableau de Magritte qu'il imagine, de Dali, qu'il imagine en feu vers 1937, ou de Benjamin Perret, le poète, qui fait partie, qui en parle dans Les animaux de la famille surréaliste. Tableau de Magritte, à gauche, l'Atlantide de 1927. Le premier dialogue de Platon sont aporétiques. Socrate et ses interlocuteurs ne parviennent pas à s'accorder sur une notion et sa définition. L'échange aboutit à une impasse, à un cul-de-sac. Peut-être que beaucoup de tableaux de Magritte arrivent à des cul-de-sac également, mais qui nous enseignent, qui nous donnent du mystère. Ce stade de l'aporie n'est sans doute pas vain.
Plossu et Magritte sont des architectes, des metteurs en scène de l'aporie qui conçoivent des espaces inconcevables, qui imaginent des situations inimaginables et font remonter à la surface des pans entiers d'une civilisation engloutie, la civilisation de l'Atlantide. Photo de Plossu avec ce panneau indicateur dans une voie routière, dit attention, danger, et un tableau de Magritte, le blanc-seing. Attention, danger. C'est bien le sens du panneau routier qui nous avertit qu'il faut prendre garde, faire attention. Attention à ne pas voir la belle cavalière cachée dans la forêt. On se souvient d'un fameux tableau, de la fameuse page du dernier numéro si important, numéro 11-12 de la Révolution surréaliste en 1929, date de ceci n'est pas une pipe. On voit en marge un tableau de Magritte, entouré de photomontages, entouré de photomatons de l'ensemble des membres du groupe, dont Magritte. Un de ces photomatons est présenté à l'exposition de la Fondation Thyssen. Et le tableau de Magritte qui appartenait à Breton, André Breton, c'est une femme nue, où est écrit au-dessus et en dessous « Je ne vois pas la femme nue cachée dans la forêt ». Ou plutôt, cette femme ici est à demi cachée, car elle semble se trouver à la fois devant et derrière les arbres, ou ni l'un ni l'autre. L'image est trompeuse, une illusion d'optique dans laquelle le premier plan et l'arrière-plan s'avancent et reculent. À regarder de plus près, la cavalière pourrait être simplement peinte sur le tronc de l'arbre. Effet d'optique. Magritte a formulé ainsi le concept de ce tableau, je le cite. Il faut toujours revenir aux écrits essentiels de Magritte, publiés naguère, un fort volume qui sont absolument passionnants. Magritte dit « Le titre renvoie au déplacement spatial. Des choses visibles peuvent toujours se dissimuler d'autres choses invisibles. » C'est un grand discours, le visible, le caché, l'invisible, chez Magritte depuis le début. La femme qui passe devant les 4 arbres les cache. D'autres arbres les cachent. Le blanc-seing est l'autorisation de faire ce qu'elle fait. Tableau de 1965. Photographie iconique de Bernard Plossu, qui adore photographier un morceau de la nature, comme cela, en le montrant. Le vertige naît souvent du minuscule saisi en un lieu gigantesque. Et toujours le petit, le plus grand, sont inscrits l'un dans l'autre. Et le trop petit est au moins aussi inquiétant que le trop grand. L'arbre n'est qu'une feuille géante, la forêt un seul arbre qui la résume. Mais quand il n'y aura plus qu'une seule feuille sur l'arbre, on verra peut-être enfin la forêt. Beaucoup de tableaux de Magritte autour de cette forêt. Le tableau de Magritte, à gauche, s'appelle « Le baiser » de 1938. Je fais exprès, bien sûr, à la demande de Plossu, quand il m'a demandé d'écrire ces textes pour essayer d'unifier. Le choix des images, c'est lui, et moi j'ai dû écrire les textes pour essayer de créer du lien, de l'art, de la conversation entre l'image photographique et l'image picturale, entre deux genres, entre deux artistes, entre deux mondes différents. Pour le livre, les Magritte sont reproduits uniquement en vignettes, les Plossu en grand, et les Magritte sont toujours en noir et blanc. J'ai choisi de garder le noir et blanc pour correspondre à la photographie. Eau calme, eau trouble, eau profonde. La rivière est souvent mystérieuse et parfois dangereuse à cause de la noyade. Le rêve, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que la mère de Magritte est morte entourée d'un voile, d'un drap, dans une rivière, à côté, derrière la maison familiale. Le rêve sur l'eau est aussi parfois un rêve sur les femmes, sur la nudité qui s'y reflète, sur le voyeurisme des hommes. C'est un des grands thèmes de l'histoire de l'art, à travers Suzanne et les voyeurs,
qu'on peut voir au Prado, chez Rubens. On le voit dans les musées. Dans une lettre de René Magritte à Paul Éluard, au grand poète surréaliste, grand ami de Magritte, il y a un dessin fameux de Magritte représentant Paul Éluard, écrire sur le ventre nu d'une femme le mot « écrire ». J'ai fait, dit Magritte à Paul Éluard, j'ai fait aussi un tableau appelé « Le baiser ». C'est un paysage tout à fait dénué d'intérêt. Toujours cette volonté chez les Belges et chez Magritte, mais pas que chez Magritte, d'être attiré par le banal, d'être attiré par l'absence, d'être attiré par l'anonymat. Donc le baiser, c'est un paysage tout à fait dénué d'intérêt, de la campagne. Il occupe toute une surface du tableau, seulement au centre, une ouverture dans le paysage qui l'entoure. Cette perspective est jalonnée d'objets. Le premier est une pierre, qu'on peut distinguer, puis vient une sphère, puis un fil de fer tordu, puis un bâton fiché dans le sol, et plus loin, on ne distingue plus très bien un objet sans nom. Est-ce un nouvel alphabet, grande thématique magritienne, que vient faire ce baiser? Titre donné par le grand ami Paul Nouget. On ne parlera jamais assez de l'influence qu'a eu Nouget dès le début sur la peinture, sur la pensée de Magritte, dans cette représentation naturaliste. On pensera ici, d'une manière totalement subjective de ma part, au fameux dialogue entre Jean Gabin et Michel Morgan dans le film, un des grands classiques du cinéma, Quai des Brumes, de Marcel Carné, tourné en 1938, la même date que le tableau Le Baiser. Le hasard. T'as de beaux yeux, tu sais, embrassez-moi. Jean Gabin, le beau Jean Gabin à l'époque, et Michel Morgan l'embrasse. Ils s'embrassent. La scène est connue et mythique. On oublie qu'il y a d'autres scènes dans ce film. On trouve également dans ce film cette réplique savoureuse, fantastique, très magritienne, sur le pouvoir des images. Gabin est un ancien soldat qui est déguisé en peintre, qui fuit pour avoir assassiné quelqu'un, pour échapper à la justice. Il veut embarquer dans un bateau, et le lieutenant, le commandant, le sous-commandant du bateau, lui demande ce qu'il fait. Comme il est vêtu en peintre du XIXe siècle, le commandant lui demande, avant d'entrer à bord, « Qu'est-ce que vous peignez ?» Et il répond, « Je peins, malgré moi, les choses cachées derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. » Le commandant lui répond, oh, « Des natures mortes, quoi, vous n'êtes pas très optimiste. » Plus court, magnifique photo de Plossu, Mag et Plot sont ici en flagrant délit de télépathie ou de vol de la pensée. Tous deux répondent à l'appel des cimes. L'appel des cimes, c'est le titre de ce tableau de 1943. Ou plutôt, ils atteignent en rêve la plus haute des cimes qu'on puisse rêver. On revient à la chaise, que je n'ai pas, mais je suis très bien debout, du bon exemple. Mon problème, dit Magritte, dans un livre extraordinaire de correspondance avec son ami André Beumans, au moins 400 lettres d'après-guerre, datées du 23 juillet 1958. Mon problème actuel consiste à me demander comment montrer une chaise comme sujet dans un tableau. L'homo erectus, l'homme debout, est condamné à trôner sur une chaise la vie durant. Mais le haut et saint siège, celui du pape, n'est-il pas plutôt réservé aux dieux absents? Dans ses dessins, Victor Hugo, l'écrivain, à qui on doit le titre du tableau de Magritte de 1950, La légende des siècles, dans ses dessins, Victor Hugo, bien évidemment, un immense dessinateur, et je me souviens, il me semble qu'il y a eu ici à la Fondation Thyssen, il y a des années, une exposition sur les dessins de Victor Hugo, extraordinaire. Dans ses dessins, Victor Hugo aime à représenter l'initiale de son nom, VB,
pas la forme d'un trône. Les deux images viennent jouer sous forme de séquence avec la petite fiction que, dans la deuxième méditation, Descartes, le philosophe, forge à des fins démonstratives. Le philosophe regarde par la fenêtre et dit qu'il voit des hommes dans la rue. Descartes écrit « Et cependant, que vois-je dans cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent pas par ressort ?» Il faut toujours relire Descartes. Un homme très correctement vêtu et coiffé d'un chapeau melon, un homo magritéen, se tient avec raideur devant nous. Dans un deuxième temps, celui de Plossu, il s'est avancé sur un pont, mais on ne voit plus son chapeau. L'homme est droit, anonyme, conforme, répétitif, en apparence inoffensif, en apparence seulement, mais à force d'être impersonnel, comme l'est souvent la peinture de Magritte, ou comme l'est la photographie surbanale, comme il aime le dire, de Plossu, il devient inquiétant. Je parlais tout à l'heure d'anonymat, du goût pour l'anonymat chez Magritte, mais aussi chez Plossu, qui a écrit dans les années 60 un livre qui s'appelle « Le surbanal ». Et la volonté d'anonymat, Paul Nouget, le grand ami de Magritte, a pu écrire au lendemain de la guerre, sans doute pour contrer André Breton, « Si vous voulez comprendre, effacez mon nom ». On ne fume pas. Grande thématique, fumer et ne pas fumer. La pipe, la cigarette, on ne fume pas, j'y reviendrai. Dans le compartiment du train qui roule vers la citadelle de Carcassonne, le calendrier qu'on voit dans le compartiment photographié par Plossu. En revanche, la locomotive du même train déboule du tunnel ou de la cheminée avec un fier panache de fumée. Mettre la table ou se mettre à table. Une subtilité en français. Se mettre à table, hablar por fuerza et hacer poner la mesa. Cela consiste à recouvrir la table d'une nappe et à disposer des assiettes, des verres et des couverts. Après le repas, on ôte la table. Il ne reste que le mur. D'après une carte postale de Magritte envoyée à Bussmann, à nouveau, le 7 juin 1967, c'est la scène, la fameuse scène de Léonard de Vinci à Milan, très abîmée par les temps et les bombardements américains, on est en 1947, qui lui a donné l'idée de ce tableau. Le titre a été donné probablement par Skutner, qui faisait partie du voyage, et viendrait d'un aphorisme de Boileau. Rien n'est plus beau que le vrai seul est aimable. Le tableau s'appelle L'aimable vérité. Un des amis de Magritte, grand photographe qui va venir peindre, mais qui est d'abord un grand photographe surréaliste qui est très présent dans la revue Minotaure, qui est belge, Raoul Ubach, connu pour ses fossilisations, entre autres, qui a beaucoup écrit aussi sur sa photographie, et une définition du mur, surface opaque séparant le visible et l'invisible. On voit qu'il est magrittéen et qu'il est belge. Peinturlurer un mur, c'est autre chose que peindre un tableau, surtout quand ce tableau représente un mur. Un cadre vide de tout objet ne fait pas l'effet d'un mur. Un mur a d'autres fonctions que d'être peint. Il peut servir, bien évidemment, de soutenir une charpente, à se garder d'un ennemi, une forteresse, à se protéger du vent, à barrer un passage, ou à servir de support à des affiches ou à des graffitis. Magnifique tableau de 1927, L'Imprudent, très belle photo de jumeaux de Bernard Plossu. Les jumeaux nous narguent et nous défient. Ils nous narguent avec toutes leurs apparences d'identité et de ressemblance. L'art de la ressemblance, c'est aussi à des titres récurrents chez Magritte. Ils nous défient de skier avec leurs bras en écharpe.
Ils nous avertissent que nous commettrions la plus grande imprudence en singeant, en faisant semblant ce qu'ils sont, en simulant ce qu'ils font. Les jumeaux ne sont ni des imitateurs, ni des sosies, ce sont des artistes de la différence. On peut dire la même chose de Magritte, qui n'est pas un imitateur, qui invente son propre monde, et que c'est un artiste de la différence. Petite digression autour de l'importance qu'a eu au début du surréalisme la réflexion autour de l'objet rêvé, de l'objet rêvé et perdu au réveil, qui est une des bases de réflexion du surréalisme, et du surréalisme en Belgique et de Magritte, bien évidemment, dans tous ces tableaux de réflexion autour des relations entre les mots, les choses, et sur le pouvoir mystérieux des objets. Signé par Boiffard, Paul Éluard et Vitrac, la préface au premier numéro de la première revue surréaliste qui s'appelle La Révolution surréaliste, en décembre 1924, affirme l'adéquation de l'acte surréaliste et de l'objet surréaliste. Il est dit dans cette préface du premier numéro, il y a quelque chose de très manifeste là-dedans. Toute découverte changeant la nature, la destination d'un objet ou d'un phénomène constitue un fait surréaliste. Publié 2 mois plus tôt par André Breton, le manifeste du surréalisme, en octobre 24, accorde dès sa deuxième phrase une attention particulière aux objets de la vie quotidienne. Breton écrit dans la deuxième phrase « L'homme, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec peine le tour des objets dont il était amené à faire usage et qui lui a livré sa nonchalance ou son effort. » En 1929, peu après, les objets bouleversants est la première des 12 définitions du surréalisme dans le tract d'annonce du numéro spécial de la revue belge et surréaliste Variété, numéro spécial consacré au surréalisme international, avec la fameuse carte du monde entièrement revue par les surréalistes, où l'Union soviétique est disproportionnée, où les Esquimaux également, et l'ancien monde est réduit au néant. Le dictionnaire abrégé du surréalisme en 1938, ouvrage très important qui accompagne la fameuse exposition, qui est un peu le chant du cygne, l'exposition internationale du surréalisme qui réunit plus de 2000 œuvres, objets, peintures, documents, durant la guerre civile espagnole, à la Vispera, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ce dictionnaire, composé de citations recueillies par André Breton et Paul Éluard, 2 amis de Magritte, reproduit pas moins d'une quarantaine d'objets, et définit le surréalisme comme au mot à l'ouverture dans le dictionnaire, surréalisme 2 points, un vieux couvert d'étain avant l'invention de la fourchette. La fourchette n'existait pas avant le surréalisme, selon cette définition absurde. L'apparent souci de vulgarisation cache à peine les intentions intempestives et déroutantes, comme l'est la peinture de Magritte de l'ouvrage. Le surréalisme, haut état de subjectivité, s'est vite emparé de l'objet. Et de cet objet, il a fait un autre objet perpétuel et changeant. On ne peut pas parler de Magritte sans parler de Ceci n'est pas une pipe, la trahison des images de 1929, qui est prête à de multiples variations dans son œuvre. Inutile de revenir encore une fois sur l'histoire de la pipe. Pas moyen de discuter une telle négation tranquille de l'évidence. André Blavier, membre du Collège de Pataphysique, ami de Raymond Queneau, ami de Magritte, André Blavier a déjà passé en revue tout ce qu'on a écrit là-dessus sous l'apparence d'une bibliographie commentée, écrite en 1973. Il y a un certain moment, il avait recensé toutes les critiques, tout ce qui s'est dit autour de ce tableau paradoxal, une pipe, ceci n'est pas une pipe, qui prête aussi à de nombreuses blagues, à de nombreuses publicités et à de nombreux détournements publicitaires. Son étude s'appelait « Ceci n'est pas une étude ». La fameuse pipe, dit Magritte, me l'a-t-on assez reproché, et pourtant, pouvez-vous me la bourrer, ma pipe?
pas plus que la pipe cyclopéenne de Saint-Claude, ville du Jura français connue pour fabriquer des pipes, photographiée ici par Plossu. Aujourd'hui encore, elle continue à ne pas être une pipe. Et pourtant, Skutner, l'ami de toujours, le grand collectionneur aussi de Magritte, a pu écrire, paradoxalement, à propos de Magritte, « Il fume sans répit, seulement des cigarettes, des noirs. Son amour de la pipe est purement platonique. » Un magnifique tableau, Les fleurs de l'abîme, 1928. Grande et gratte pour... Avant que Magritte ne soit Magritte, ces tableaux sont extrêmement mystérieux, ceux de 27-28. Après une époque un peu cubisante, après une époque qui regarde un petit peu trop, mais les années 27-28, très bien représentés dans l'exposition, sont extraordinaires. Le végétal transcende l'animal et se fond avec le minéral. Construit en pierre philosophale, André Breton dans L'Amour fou, construire en pierre philosophale, le carré noir de buis taillé, immortalisé par Plossu dans la photo de droite, compose avec les fleurs à flanc d'abîme et à grelots de Magritte la plus vertigineuse des glissades. J'ai l'impression que le buis photographié va tomber dans le vide. Question essentielle, question magritienne, question pour historien de l'art, question de savoir qu'est-ce que le visible, comment représenter le visible. Qu'y a-t-il véritablement à voir dans un tableau? Le cadre vide, c'est un tableau, d'ailleurs, ce n'est pas le premier, il y en a 2 ou 3 qu'on a vus, qui est présent dans l'exposition, en couleur. Le cadre vide a pour titre paysage, le titre les charmes du paysage. Le cadre vide a pour titre le paysage, que l'on peut lire sur la plaque. L'œuvre est un tableau dans le tableau, une vieille tradition. Une nature morte au cadre et au fusil. On se demande des fois à quoi a servi ce fusil alors qu'il n'y a plus personne. Regardez le paysage en voyant ainsi la limite même du visible, et peut-être verrez-vous que, la phrase est connue de Magritte, ce qui est invisible n'est pas caché du regard. Dans cette fameuse réflexion qu'a entre les mots et les images Magritte dans la Révolution surréaliste en 1929. La question demeure, comment donner un nom à ces formes vides ou monochromes? Peindre ne serait-ce pas taire le nom? L'humour qui, dans le traité de style, également 1929, d'Aragon, Louis Aragon, qui fait partie du groupe surréaliste à ce moment-là, est la condition négative de la poésie et ressemble à la mire du fusil qu'on peut voir ici. Précisément, l'humour ne connaît pas le nom de tous les objets usuels, selon cet essai extraordinaire, traité de style d'Aragon, qui commence par faire en français veut dire merde, je conchis l'armée dans sa globalité à la fin. La fin, fin et suite, suite et fin, c'est la question du cadre. Et c'est la dernière image, je n'ai fait qu'un choix de ce petit livre, de dialogue entre Plossu et Picasso, pour lequel Plossu m'a demandé d'écrire ces petits textes pour créer du lien entre la peinture et la photographie. ¿Estoy bien o sigo? Bueno, muchas gracias.